Pour l'Agena, j'ai volontairement choisi la chimie avec une des pires densités énergétiques du marché. Moins d'énergie par kilo, donc moins d'autonomie. Et je suis convaincu que c'est le bon choix. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, et si je me suis pas planté, à la fin, vous serez d'accord avec moi. Pour rappel, l'Agena sera un petit véhicule électrique, pratique, confortable, inclinable dans les virages et amusant à conduire. Tout au long du projet, j'en profite pour vulgariser certaines notions de physique et de mécanique de façon à ce que vous puissiez m'accompagner le plus possible dans mes réflexions et dans mes choix techniques. Cette fois, je vais donc parler du choix des cellules pour la batterie de l'Agena. Pourquoi telle chimie, NMC ou LFP, et pourquoi telle forme, poche, prismatique ou cylindrique. Les choix techniques pour une batterie sont absolument centraux dans la conception d'un véhicule électrique. Et c'est un exercice malheureusement assez frustrant parce que c'est qu'une histoire de compromis. La limite est souvent très fine entre le meilleur choix et le moins pire. Et quand on pense batterie, il y a en gros 7 critères qui peuvent venir en tête dans cet ordre d'importance. La densité énergétique, donc l'autonomie, le prix, la vitesse de charge, la durée de vie, la sécurité, l'éthique, et un dernier auquel on pense beaucoup moins tant qu'on ne doit pas concevoir une batterie soi-même, la facilité de fabrication. Ça, c'est presque la façon dont tout le monde parle des batteries, constructeur automobile en premier, l'autonomie d'abord, et le reste ensuite. Sauf que moi, mon ordre de priorité est un petit peu différent. Je vois plutôt ça dans cet ordre. Éthique en premier, et puis ensuite facilité de fabrication, prix, sécurité, durée de vie, vitesse de charge, et tout en bas, la densité énergétique. Et oui, j'aurais adoré pouvoir la mettre en premier, mais dans mon cas, et je pense même dans beaucoup de cas, cet ordre-là est beaucoup plus raisonnable. Maintenant, je vais dérouler les critères un à un et expliquer comment ils ont impacté mon choix. Après ça, je verrai si faire une batterie avec ces choix est techniquement faisable, malgré une petite erreur de conception de ma part. Je commence donc avec l'éthique, qui compte une partie humaine et une partie environnementale. Alors, c'est un sujet qui déchaîne les passions, donc je vais faire l'essentiel. Il faudrait largement toute une vidéo pour aborder le sujet comme il se doit. Mais côté humain d'abord. Le gros problème des chimies comme la NMC, donc nickel, manganèse, cobalt, c'est le cobalt. Une grosse partie du cobalt mondial est extrait en République démocratique du Congo, et une partie de cette extraction se fait dans des conditions franchement problématiques. Mine familiale, sécurité inexistante et, dans certains cas, travail d'enfant. Alors, c'est beaucoup plus rare que ce qu'on lit parfois, d'ailleurs, c'est pas compliqué d'imaginer qu'un vrai processus industriel avec des travailleurs adultes est bien plus efficace, donc rentable. Et quand c'est en effet des enfants qui travaillent, c'est souvent des moyens volontaires d'amener de nouveaux revenus à la famille. Le grand frère va charbonner, enfin cobalter, pour que le petit cadet puisse aller à l'école. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que juste de l'esclavagisme d'enfants. Et il faut aussi se rendre compte qu'on aime s'indigner de ce qui nous arrange. Pour faire des batteries, c'est honteux. Mais pour faire de l'or, pour les pierres précieuses, pour le mica ou même le cacao, et oui désolé, là, le travail d'enfant dérange beaucoup moins. Pendant qu'un million et demi d'enfants, que j'ai bien dit 1,5 million d'enfants, travaillent dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire ou au Ghana, entre 30 et 40 000 travaillent pour le cobalt. Si vous l'ignoriez, ben désolé, mais n'oubliez pas qu'on vit dans un monde où sans le savoir, on échange quotidiennement du pouvoir d'achat contre de la moralité. Mais je veux pas rendre l'exploitation du cobalt moins grave par contraste avec un secteur encore plus problématique. 40 000 enfants qui pataugent dans des boues toxiques en risquant de mourir ensevelis, bah forcément c'est 40 000 de trop. Donc le simple fait que ce risque existe dans la chaîne d'approvisionnement des cellules que je vais utiliser me fait choisir la chimie LFP. Car elle ne contient tout simplement pas de cobalt, zéro. Donc le problème du cobalt est réglé à la source. Côté environnemental maintenant. Avec les LFP, pas de cobalt, mais pas de nickel non plus. Et le nickel est une ressource particulièrement polluante à extraire et à raffiner. À la place, le LFP utilise du fer et du phosphore. Deux éléments beaucoup plus abondants sur Terre, mieux répartis géographiquement et nettement moins énergivores à extraire. Alors, ils sont pas exempts de problème, hein. Malheureusement rien ne l'est. Mais concrètement, on voit une nette différence dans les bilans carbone entre NMC et LFP. On a en moyenne autour des 70 kg de CO2 par kWh pour du LFP, contre 110 kg de CO2 pour du NMC. Et d'ailleurs, ça s'est vraiment bien amélioré avec le temps. Je me souviens d'une méta-analyse suédoise qui, en 2016, portait le bilan carbone des NMC à 200 kg de CO2 par kWh. Donc on a presque divisé par deux. Mais il y a un autre point environnemental très important, c'est la consommation d'eau douce. Elle est très utilisée notamment pour l'extraction du lithium des saumures du désert d'Atacama au Chili par exemple. Et cette fois-ci, il y a pas une grande différence entre LFP et NMC, il y a quasiment autant de lithium dans les deux. Mais dans le LFP, il n'y a pas de nickel, qui lui aussi est un grand consommateur d'eau. Mais la moins bonne densité énergétique de LFP fait qu'il en faut plus pour la même capacité, donc on peut dire que ça compense. En fait, les marges d'erreur des différentes études se chevauchent, donc on peut considérer que c'est presque la même chose entre LFP et NMC. Sauf que, ma contrainte de conception est surtout volumique. Je n'ai pas une capacité à atteindre coûte que coûte. J'ai juste un certain volume disponible à remplir le plus possible. Et si on réfléchit en termes de volume et non pas en termes de capacité, je me retrouve avec une batterie qui a nécessité beaucoup moins d'eau en étant LFP que si elle avait été NMC.
Je clôture ici le critère éthique parce que je pourrais en parler des heures. J'ai évoqué ici ce que je pense avoir compris comme étant les points les plus importants, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a plein d'autres conséquences négatives sur l'homme, il y a plein d'autres pollutions pour l'environnement, et il y a aussi tout un volet géopolitique. Mais bon, pour le moment, quoi que j'achète, ça viendra quand même de Chine. Ça un peu, mais j'ai pas le choix. Bref, sur l'éthique, qui est mon critère numéro un, le LFP est le meilleur choix. Mais les plus connaisseurs d'entre vous se seront peut-être dit, bah oui, mais et les sodium-ions alors? Et les aluminium-ions? Et les batteries électrolytes solides? Eh oui, vous avez raison, j'en ai pas parlé, mais leur cas va être assez vite réglé, j'en parlerai en fin de vidéo. Maintenant, deuxième critère, la facilité de fabrication. Et l'on ne parle plus de chimie, mais de format, cylindrique, poche ou prismatique, comme je l'ai déjà dit. Et chaque format peut avoir plein de dimensions différentes, mais surtout, chaque format a des façons spécifiques de se connecter. Le boulonnage, la soudure par point, la soudure par ultrasons ou la soudure laser. Et c'est cette dernière qui commence à devenir la norme dans l'industrie. Ça prend pas de place, c'est propre et rapide. Mais ça a 4 gros inconvénients pour moi. Premièrement, une soudeuse laser qui fait ça, ça coûte un rein. Enfin, je sais pas en fait, ça coûte combien un rein? Alors, prix d'un rein, sur le marché noir, ok. Ah oui, quand même. Bon, c'est peut-être pas aussi cher, mais bref, de toute façon, c'est trop cher pour moi. Deuxièmement, si j'opte pour des petites cellules, cylindriques ou poches, le nombre de connexions explose. Il peut en avoir plusieurs centaines. Autant de risques de mauvaise soudure, de casse à cause de vibrations, et de pannes en tout genre. Donc, j'ai tendance à préférer une architecture qui limite le nombre de connexions. Troisièmement, et là c'est un peu plus technique, le soudage par point, ultrason ou laser ne peut se faire qu'à travers des conducteurs assez fins, genre 1 mm maximum. Et dans mon cas, les conducteurs feront plus ou moins 3-4 mm d'épaisseur. Pourquoi si épais? J'en parlerai dans une autre vidéo. Et pour finir, la soudure rend le démontage très difficile, voire quasiment impossible. Et pour du prototypage, donc quelque chose qui devra probablement être démonté, adapté, modifié, c'est pas une bonne idée. Il me faut un système qui permette le démontage. Donc il me faut un système pas cher, démontable, fiable, et qui accepte des conducteurs de plusieurs millimètres d'épaisseur. Résultat, la bonne vieille visserie. Des bornes filetées, des barres de connexion, des écrous, un serrage au couple, c'est parfait. Et ce genre de connexion n'est presque exclusivement disponible que sur les cellules prismatiques. Donc voilà, mes deux premières conditions sine qua non ont presque déjà suffi à tout décider. Mais est-ce que les critères suivants vont confirmer le choix ou est-ce qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues? Alors le prix. Comme le cobalt et le nickel sont des matériaux extrêmement chers, les LFP coûtent en moyenne 20% de moins par kilowattheure que les NMC. Sur une batterie complète, ça peut vite se chiffrer en centaines, voire en milliers d'euros. Et je vous rappelle, une des prémices de base de la GENA, c'est faire un véhicule abordable. Pas un véhicule abordable, sauf la batterie. La durée de vie. Pour les cellules, elle se compte en temps, mais surtout en nombre de cycles. Un cycle, c'est une décharge de 100% à 0%, puis une recharge de 0 à 100%. Et là aussi, les LFP sont largement meilleurs que les NMC. Selon l'utilisation, une NMC encaisse entre 1000 et 2000 cycles avant de perdre 20% de capacité, contre 3000 à 4000 cycles pour les LFP, donc plus de 2 fois plus. Pour la composante temps, c'est beaucoup plus difficile à prédire, parce qu'on peut simuler des cycles de charge et décharge en laboratoire, mais on ne peut pas accélérer le temps. Et le problème, c'est que ces batteries durent tellement longtemps qu'il n'existe pas encore de statistiques à grande échelle. Pas assez de batteries sont arrivées en fin de vie. Maintenant, la sécurité. Je vous renvoie à ma vidéo sur les cellules pour plus de détails, mais en résumé, la chimie LFP est intrinsèquement plus stable. Il lui faut une température nettement plus élevée pour partir en emballement thermique, et elle libère beaucoup moins d'énergie quand ça arrive. Ça se vérifie dans tous les tests, crash test, nail test, etc. Là où une NMC a de bonnes chances de se transformer en torche, une LFP se contente en général de chauffer, de fumer un peu. Je serais vraiment content qu'on qualifie la GENA de fusée, mais pas si c'est en référence aux énormes flammes qui en sortent. Donc je choisis LFP. Voilà, 3 critères, 3 confirmations. Pour l'instant, le LFP prismatique n'a que des avantages. On continue. La vitesse de charge. D'abord, un petit point de vocabulaire. La vitesse de charge d'une cellule s'exprime en nombre de C. 1 C, ça veut dire qu'une capacité de cellule est chargée en 1 heure. 2 C, ça veut dire que 2 capacités de cellules sont chargées en 1 heure. Donc ça veut dire qu'une seule cellule est chargée en 30 minutes. A l'inverse, 0,5 C veut dire qu'il faut 2 heures pour charger une cellule complètement. En fait, plus le chiffre est grand, plus ça charge vite. Sur ce terrain, historiquement, c'est les NMC qui ont l'avantage. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que la vitesse de charge acceptable dépend du format de la cellule, de la façon dont elle est refroidie, et de la durée de vie qui est visée, vu que charger vite, ça vise plus vite. Et surtout, la chimie LFP est en train de rattraper son retard. Les toutes dernières générations de cellules LFP atteignent 5C, c'est-à-dire une recharge complète en à peine 12 minutes. Le problème, c'est que ces cellules-là, moi, j'y ai pas accès. Et encore moins dans les formats qui m'intéressent. Donc voilà, ici, entre LFP et NMC, c'est plus nuancé. Mais comme pour l'instant tout me pousse vers les LFP, la réflexion ne va plus se porter sur le choix entre LFP et NMC, mais plutôt sur le fait de trouver la bonne cellule LFP prismatique avec la bonne vitesse de charge et les dimensions qui collent avec la place que j'ai dans la GENA.
Mais il n'empêche que pour l'instant, la chimie LFP a l'air d'être meilleure dans tous les domaines. Donc vous pourrez vous demander pourquoi les constructeurs n'utilisent pas ça partout. Mais on va le voir avec le critère juste après. La densité énergétique. C'est ici qu'on paye l'addition de tout ce qu'on a gagné avant, parce que sur ce poids-là, le LFP perd, et assez nettement. On parle en gros de 140 Wh par kilo pour du LFP, contre 200 Wh par kilo pour du NMC. Donc à poids égal, une batterie NMC embarque nettement plus d'énergie, donc offre nettement plus d'autonomie. Voilà la fameuse frustration dont je vous parlais au début, le gros compromis. En choisissant le LFP prismatique, je gagne sur l'éthique, la fabrication, le prix, la durée de vie et la sécurité. Et je paye tout ça en autonomie. Mais j'accepte de payer parce que j'estime que les autres critères sont bien plus importants et correspondent mieux à l'esprit de l'Agena, un moyen de transport individuel amusant et pratique, mais qui essaye au maximum d'être responsable et digne des enjeux de son époque. Même si, bon, faut être honnête, hein, ça reste un truc plein d'acier, plein de cuivre, de lithium, plein d'électronique, plein de technologie, on est très loin du vélo et de la marche. Mais je vois mal comment faire mieux compte tenu de son utilisation dans une société telle qu'elle est configurée aujourd'hui. Avant de vous dire quelle cellule j'ai choisie, je vais vite parler des autres chimies dont j'avais parlé en début de vidéo, sodium-ion, aluminium-ion et batterie solide. Le problème principal de ces chimies, c'est qu'elles sont encore trop récentes et ou impossibles à trouver dans des formats qui m'intéressent. À la limite, il y a moyen de trouver des sodium-ions, mais il y a un autre souci avec cette chimie. C'est la variation de voltage en fonction du niveau de charge. Il passe de 4 volts à 100% à presque 2 volts à 0%. On le voit bien sur ce graphique. Là où les LFP en vert varient très peu, on voit le sodium en jaune qui traverse presque tout en diagonale. Ça rend la gestion électronique plus compliquée vu qu'elle doit pouvoir fournir la même puissance au moteur en s'adaptant à cette énorme variation de voltage. Et d'électronique qui peut gérer ça, bah c'est pas facile à trouver. Mais pourquoi pas peut-être plus tard quand ça se sera un peu démocratisé. Mais bon, pour l'instant, je sais avec certitude qu'il me faut du LFP prismatique. Mais quelle cellule? Parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines de marques et de dimensions différentes. Et sur ce point, je vais rien révolutionner, je vais pas prendre une marque obscure sur lesquelles il y a très peu de retours. Donc autant regarder ce que les constructeurs automobiles utilisent. On peut supposer que leurs exigences en termes de fiabilité sont très élevées. Donc je vais pas me casser la tête et je vais juste profiter de leur benchmark. Alors quelles voitures ont des cellules LFP prismatiques? D'après mes recherches, il y a actuellement 44 modèles sur le marché mondial. Beaucoup de BYD, de Tesla, de Xpeng, mais aussi d'Elite Motor, MG, Dacia, Zeekr, Renault, Toyota, Xiaomi, ou des marques chinoises beaucoup moins connues en Europe comme Denza, Ceres, GAC ou Maxus. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir exactement ce qu'elles ont comme cellules, et ça c'est beaucoup moins facile à trouver. Beaucoup ont des cellules Blade de BYD, qui s'appellent Blade parce qu'elles sont très longues et fines, un peu comme la forme générale de ma batterie, donc peut-être que ça peut faciliter l'intégration. Il y a aussi les Short Blade, qui sont plus courtes, comme leur nom l'indique, et certaines Xpeng ont ce format-là, certaines Tesla ont ce format-là, et pour plein d'autres comme les Renault Twingo, certaines Mazda ou des Leap Motor, j'arrive même pas à trouver le modèle précis de cellule. Et c'est pas très grave parce que je me dis que même si j'arrivais à trouver le modèle, en fait je pense que j'arriverais même pas à les acheter. Parce que oui, il y a ça aussi, c'est bien connaître le numéro de série d'une cellule, mais il faut pouvoir l'acheter. Et globalement, en tant que particulier, je n'arrive à trouver que des cellules Blade, Short Blade de première génération, et celles de Tesla, des CATL nommées BTF0. Ça limite déjà pas mal le choix, mais c'est là qu'entrent en jeu deux critères dont j'avais pas encore parlé avant, l'encombrement et le voltage. J'en parle seulement maintenant parce qu'ils sont absolument dépendants de tous les autres critères dont j'ai parlé avant, et en plus ils s'influencent entre eux. Et c'est là qu'arrive la petite erreur de conception dont je vous ai parlé. Mais pour vous l'expliquer, je vais d'abord vous parler des moteurs. Ce qui nous intéresse pour un moteur électrique, outre son efficacité, son poids et son bruit, c'est évidemment sa puissance. Globalement, plus c'est puissant, mieux c'est. Hein, on va pas se mentir. Quand ça envoie les watts, technosapiens occidental, content. Mais dans un projet comme le mien, la limitation de puissance ne vient pas du moteur comme vous pourrez le croire. Non, non, elle vient de la batterie, pour deux raisons principales. La première, on en a déjà parlé, c'est le nombre de C. Il est utilisé pour la vitesse de charge, mais aussi pour la vitesse de décharge. Une cellule avec une vitesse de décharge maximum en continu de 1 C peut totalement se vider en 1 heure sans surchauffer. Mais ce C peut être assez variable, on pourrait monter à 5 C pendant juste quelques secondes par exemple, ou juste 2 C pendant plusieurs minutes. Et chaque type de cellule peut avoir un comportement thermique différent, à savoir aussi que le nombre de C est donné pour une cellule seule, sans refroidissement. Un bon système de gestion thermique améliore ces chiffres, et ça, c'est très important pour la suite. La deuxième raison, c'est la configuration électrique. La puissance, c'est la tension fois le courant. J'avais calculé dans une vidéo précédente que mon moteur devait pouvoir au moins fournir 22 kW de puissance pendant plusieurs minutes, en comptant les pertes de rendement, etc. Mais ça veut dire que c'est aussi ma batterie qui doit fournir ça. Et ces 22 kW, je peux les obtenir de plein de façons différentes selon si je branche les cellules en série ou en parallèle. Donc soit avec beaucoup d'ampérage, sous peu de volts, soit avec peu d'ampères, sous beaucoup de volts. Et les matériaux conducteurs, donc ici tous les câbles qui vont transporter la puissance, opposent beaucoup plus de résistance à l'ampérage qu'au voltage. En gros, plus il y a d'ampères, plus ça chauffe, plus il y a de pertes, et plus il faut mettre des gros câbles. Et plus ça consomme du cuivre, qui, au passage, n'est pas une ressource super propre non plus. C'est d'ailleurs pour ça que les réseaux électriques utilisent des lignes à haute tension, et pas des lignes à haut courant. Il faut donc choisir une configuration de cellule qui limite au maximum le nombre d'ampères, au profit du voltage.
Donc vous voyez un peu la complexité. Le nombre de cellules est limité par la place et le nombre de cellules va déterminer la puissance max alors que je sais qu'elle va devoir fournir 22 kW. Mais seulement il n'y a pas 50 kg. De toute façon, je dois configurer mes cellules pour avoir le moins d'ampérage possible. Donc, ok, c'est un casse-tête, mais autant commencer avec la chose qui doit absolument être respectée, la puissance moteur. Des moteurs aux bonnes dimensions qui peuvent donner 22 kW pendant quelques minutes, voire un peu plus en pic pour les petites accélérations, il n'y en a pas beaucoup. Et après beaucoup de recherches, j'ai opté pour le Micro 880, qui peut tenir 10 kW en continu et 32 kW en pic. Et ce qui est important, c'est que sa plage de fonctionnement va de 48 volts à 80 volts. Avec des cellules LFP qui donnent chacune 3,2 volts, en série, ça veut dire que je devrais avoir 80 divisé par 3,2 égale 25 cellules. Et voilà ma petite erreur dont je vous ai parlé. J'ai découvert ce moteur un peu trop tard. J'étais déjà bien avancé dans le projet, j'avais basé toute ma conception avec ce moteur, le ME 1616 qui lui fonctionne en 72 volts. Mais il était moins efficace, plus gros, plus lourd et surtout plus cher. Donc quand j'ai découvert le Micro 880, j'ai pas trop hésité à changer. L'inconvénient, c'est que j'avais déjà tout conçu pour du 72 volts, soit 72 divisé par 3,2 est égal à 22,5 cellules. Et comme les demi-cellules, ça n'existe pas, et qu'il vaut mieux donner un chouïa trop peu de tension qu'un chouïa trop pour pas griller le contrôleur, alors j'avais décidé de choisir 22 cellules, ce qui fait 70,4 volts, au lieu des 80 optimaux pour le nouveau moteur. Pour l'instant, j'ai pas assez d'infos pour dire à quel point ces 10 volts en moins vont affecter les performances. Je sais que le contrôleur peut compenser un peu par plein de moyens que je détaillerai dans une autre vidéo. Mais bon, donc pour l'instant, je verrai bien, tout en sachant que ça reste un prototype. Le vrai défi n'est pas la batterie ou la motorisation, mais c'est surtout le système d'inclinaison et la stabilité. Quoi qu'il en soit, même avant de changer de moteur, l'objectif était clair. Trouver comment mettre 22 cellules prismatiques LFP là-dedans et m'arranger pour qu'elles puissent délivrer 22 kW en continu. Et autre contrainte, comme s'il n'y en avait déjà pas assez, les cellules, c'est lourd. Et pour limiter le couple que mon système d'inclinaison va devoir fournir, je dois les mettre le plus bas possible pour abaisser le centre de gravité. Et puis, dans tous les cas, plus un centre de gravité est bas, mieux c'est pour un véhicule. Ok, mais avec tout ça, quelle cellule j'ai choisi? Alors je ne vais pas vous détailler toutes les réflexions, tous les dessins, etc. Mais j'ai fini par jeter mon dévolu sur cette cellule, la BTF0 de CATL, celle qui est utilisée dans les Tesla. Leur dimension me permet de les mettre comme ça, toutes bien alignées, et de pouvoir les connecter facilement par boulonnage. La fiche technique donne une capacité de charge et de décharge en continu de 1C. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça c'est sans refroidissement. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand cette cellule est intégrée à un système de gestion thermique. Et ça, on peut le trouver sur les courbes de charge des Tesla qui ont ces cellules. On voit là qu'elle peut encaisser 3C pendant plusieurs minutes, et puis 2C pendant encore plus longtemps. Alors ok, les C c'est bien, mais en watts, ça veut dire quoi? Alors ces cellules ont une capacité de 100 Ah en 3,2 volts. Avec une décharge de 1C, ça veut dire qu'elles peuvent donner 161 x 3,2 est égal à 515,2 watts pendant une heure. Quand j'ai prévu 22 cellules, ça veut donc dire 515,2 x 22, ça donne 11 334 watts. Et ça c'est seulement en 1C. En 2C, j'ai qu'à doubler et je me retrouve avec 22 668 watts. J'ai mes 22 kW, c'est pas beau ça? Bon, par contre, il y a un problème, et vous l'avez peut-être capté. Ces perfs ne sont possibles qu'avec un système de gestion thermique. Sans refroidissement, dépasser 1C trop longtemps va simplement flinguer les cellules. Autrement dit, si je n'arrive pas à les refroidir correctement, c'est pas juste des performances en moins, c'est tout le choix des cellules que je viens de vous détailler pendant toute une vidéo qui s'effondre. La validation finale de ces batteries dépend donc maintenant uniquement du système de gestion thermique. Et ça sera pour une prochaine vidéo. Et voilà, vous savez donc maintenant comment j'en suis arrivé à cette architecture, qui n'a ni les capacités maximum techniquement possibles, et ni même le bon voltage. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est qu'un prototype qui devra surtout faire ses preuves avec son système d'inclinaison. Et si vous ne voulez pas manquer ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. À la prochaine.